spécialité sciences ingénieurs du lycée Livette a réalisé avec la classe de première G3 deux projets, le projet robot et le projet fusée. Je vais vous présenter le projet fusée. Le projet a duré 6 semaines, durant lesquelles plusieurs groupes devaient concevoir une fusée à eau, une base de lancement ainsi qu'un théodolite. Nous devions répartir les différentes parties du projet entre les membres du groupe. Dans notre cas, la fusée a été réalisée par Félix, la base de lancement par Léonel, le théodolite et les calculs de trajectoire par moi-même. Nous avions un cahier des charges, ainsi que des ressources à disposition pour répondre aux contraintes techniques du projet. Dans cette vidéo, nous allons suivre le processus de développement effectué par notre groupe, mais aussi les résultats et conclusions tirés des tests. Dans la création de la fusée, on est d'abord passé dans une phase de recherche sur différents types de fusées, de techniques, etc. On a aussi pensé à chercher du matériel. On s'est retrouvé avec des bouteilles Kézak pour le corps, une bouteille de Schweppes pour l'avant et de quoi coller tout ça, ainsi que quelques petits autres objets. Du coup, Léonel Malou Daniel, c'est moi. Je suis l'élève 3, ou autrement dit, celui qui s'occupe du lanceur sur SolidWorks. Je suis celui qui s'en occupait parce que je suis celui qui est le plus expérimenté sur SolidWorks, car je l'ai déjà travaillé l'année dernière. Pour la première et deuxième semaine, j'ai surtout fait des révisions pour revoir les bases solides. Ça a été fait rapidement. Bonjour, je suis Johan. J'ai travaillé sur la partie du théodolite et après de tout ce qui était la partie calcul de trajectoire des fusées. Pour la première semaine, ce que j'ai fait, c'est qu'on a étudié les documents, apprendre les concepts, donc regarder les fiches qu'on avait. Donc par exemple, moi je devais savoir qu'est-ce qu'un théodolite, car franchement au début j'avais aucune idée de ce qu'était un théodolite, et donc moi j'ai dû regarder un peu ce que c'était, et justement je vais vous expliquer. Donc un théodolite, c'est un instrument de mesure qui va mesurer un angle entre l'horizon et un point, et après avec des formules de trigonométrie, ça permet justement de calculer la hauteur de ce point en connaissant la distance entre la base du point qu'on regarde et l'observateur. Et donc l'objectif c'est de l'utiliser pour connaître la hauteur des fusées. Notre première version de la fusée, sur plan, avait 3 bouteilles collées, mais on s'est ravi à cause de l'étanchéité. On pensait mettre un parachute, mais comme 90% des gens de la classe, on l'a pas fait. Pendant la troisième et quatrième semaine, avec notre groupe, on a essayé de retrouver des idées pour le lanceur, pour le rendre le plus efficace possible. On a aussi rendu une fiche au prof. La deuxième semaine, j'ai commencé à faire les premiers schémas et le premier projet qui n'était pas forcément terrible. La troisième semaine, j'ai continué. Donc, il y a le professeur, donc Monsieur Drouet, qui m'a un peu dit que ça allait pas parce que c'était du bricolage. Et je l'admets, cette première version était pas terrible. Donc après, j'ai pu l'améliorer justement. Pas forcément très à l'aise sur SolidWorks, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. J'ai aussi aidé Félix avec la fusée pour sa construction. C'est aussi ce que j'ai fait pendant la cinquième et sixième semaine. Et lors de la cinquième et sixième semaine, justement, j'ai fini le montage SolidWorks que j'ai rendu. Pendant la création de notre fusée finale, on avait donc 2 bouteilles en raccord bon l'écrou, données par Monsieur Drouet, un avant aérodynamique et des ailerons. Au début de la création, on a commencé à mettre en place un propulseur à double régime, qui permettait d'aller plus haut. C'était un dispositif expliqué dans les documents donnés au début du projet. Mais par manque de temps pour bien finaliser notre double propulseur, celui-ci n'a pu résister qu'à une pression de 5 bars. On a dû donc être obligé de l'enlever. La fabrication du corps a été simple. Pour les ailerons, ça a été un peu plus compliqué vu qu'on a eu que 15 minutes pour le finir. Donc la quatrième semaine, j'ai terminé la modélisation sur SolidWorks. Donc l'assemblage était fonctionnel avec l'aiguille qui tournait bien, etc. La cinquième semaine, on a fait la découpe du théodolite avec la découpeuse laser. Donc c'est sur une plaque en bois constituée. Et après, il n'y a plus qu'à les assembler, donc avec les boulons, etc. dans le Fab Lab. J'ai aussi donné un nom à mon théodolite qui était enfin terminé. Donc je l'ai nommé l'Angulator. Donc c'est la première version de l'Angulator. Donc Monsieur Drouet a regardé, il a fait quelques critiques dessus en disant que l'aiguille n'était pas assez lourde. La sixième semaine, malheureusement, il y a eu une panne informatique. Je ne pouvais pas graver une nouvelle aiguille, donc j'ai fait les calculs d'angle, enfin les modélisations, les équations, etc. J'ai commencé à faire une fiche que j'ai par la suite refaite au numérique. Après, j'ai pu aller au CDI pour refaire une nouvelle aiguille sur SolidWorks, donc qui était un peu plus lourde, qui avait comme possibilité d'ajouter du poids encore en plus avec un petit trou et une ficelle, et aussi un truc correct pour ôter un fil de fer enroulé autour de l'aiguille, et en fait qui permet de réduire les frottements pour qu'elle coulisse mieux, et par la suite
j'ai pu aller voir Monsieur Drouet au Fab Lab et on a pu découper l'aiguille et terminer le théodolite à temps. Lundi 4 avril 2022. C'est la date que nous avions choisie pour lancer les fusées. À 14h30, nous partions du lycée pour nous rendre à l'hippodrome du Petit Port. Nous devions faire des tirs de plus en plus haut, tout en s'assurant de leur sécurité. Pour ça, nous devions prévenir lors des tests et établir un périmètre de sécurité. Plusieurs personnes étaient chargées des mesures, ceux avec le théodolite et ceux avec les vidéos afin de chronométrer le temps. C'était le résumé du déroulement et des consignes de sécurité. Action. Bon, c'est bien beau de faire des tests et des vols, mais après il faut tirer des conclusions des tests effectués pour essayer d'améliorer que ce soit les fusées, les théodolites ou la base de lancement par exemple, ou même les méthodes, les systèmes de sécurité, etc. On a fait les tests. Alors, ce qu'on pourrait en conclure de ce lanceur, c'est qu'on pourrait peut-être améliorer sa solidité en général. Faudrait qu'il puisse plus facilement tenir sur le sol avec, par exemple, des piquets de tente. Il me faudrait aussi pouvoir plus facilement décoller la fusée. Parfois, ça arrive qu'on tire un peu trop fort et là, du coup, on peut endommager le système. Donc, si on pouvait l'améliorer, ce serait bien de juste mettre une petite notice sécurité si jamais besoin. Et à part ça, c'était un lanceur plutôt fonctionnel. Après essai, les problèmes qui ont été soulevés par mon théodolite, l'angulator, sont des problèmes d'ergonomie au niveau de la poignée, principalement dus à la méthode de découpe laser, mais ça pourrait être amélioré soit par impression 3D, soit après la découpe, rajouter des mousses ou relisser la forme. Il y a aussi un problème au niveau de l'axe. Avec l'angulator 2000, plus aucun angle ne vous résistera. En effet, il permet une visée nette et précise avec une application pour obtenir le résultat en direct. Sa conception, très ergonomique, est adaptée à tout. Donc, je disais, il y a aussi un problème au niveau de l'axe de visée qui n'est pas complètement parallèle. Donc, c'est pareil, il faut juste ajuster la hauteur du viseur pour que ce soit bien parallèle. Et le troisième problème, c'est encore l'aiguille qui n'est pas assez lourde. Mais ça, c'est principalement dû au fait que le poids, la ficelle qui était au niveau du poids que j'avais mis provisoirement a cassé et j'ai pas eu le temps de de remettre un autre poids correctement au niveau de la deuxième aiguille pour pouvoir faire des mesures avec beaucoup de précision et un poids. L'aiguille tourne quand même bien, mais ça reste plutôt limite. L'autre problème, c'est au niveau de la méthode de mesure avec un seul théodolite.
il est sujet à beaucoup d'erreurs car si la fusée ne part pas parfaitement à la verticale, ce qui n'est jamais le cas, elle n'est jamais vraiment à la verticale, ça peut créer des marges d'erreur et particulièrement dans le cas où la fusée passerait au-dessus de l'observateur, ce qui rendrait des valeurs qui tendent vers l'infini et ce qui serait complètement absurde. Pour ce qui est des améliorations, on a d'abord pensé à un système d'amortissement ou de parachute fonctionnel, ce qui aurait été utile pour pas que notre fusée finisse dévisagée dès le second lancer. La stabilité, elle était optimale. C'est comme ça qu'on a lancé notre fusée dans la bonne direction, à différence d'autres groupes, juste personne. Mais pour ce qui est de la répartition du poids, on aurait pu rajouter du poids à l'arrière pour pas que notre fusée se dirige vers le bas aussi rapidement. Rajouter la propulsion à double régime aurait été possible si on avait mieux géré notre temps. Maintenant, j'aimerais terminer cette vidéo en faisant un parallèle avec les fusées à eau qu'on a faites et les vraies fusées qui vont vraiment dans l'espace. Même si le mode de propulsion a l'air complètement différent, parce qu'il y en a une qui crache juste un peu d'eau et les vraies fusées crachent des flammes monstrueuses, la méthode n'est finalement pas si différente. Dans nos fusées à eau, c'est le principe d'action-réaction, c'est-à-dire qu'en éjectant de l'eau en arrière à une certaine vitesse par réaction, la fusée va être poussée vers l'avant à une certaine fraction de la vitesse totale d'éjection de l'eau en fonction du rapport de masse entre les deux. C'est-à-dire que si vous poussez en arrière quelqu'un de la même masse que vous, eh ben, vous êtes poussé autant que vous allez pousser la personne. Alors que si c'est quelque chose de beaucoup plus léger, qui va être léger va recevoir beaucoup plus de l'énergie que vous n'allez recevoir en retour. Et dans le principe d'une fusée, le principe c'est justement d'éjecter une masse relativement faible, sous forme de gaz, mais à très très haute vitesse. Ce qui fait que même une petite fraction de la force justement des gaz en éjection et de leur vitesse suffit à faire accélérer la fusée à des vitesses énormes. Et ça évite à la fusée de devoir utiliser tout son carburant dès le lancement comme nos fusées à eau. Donc ça permet des rendements d'efficacité bien meilleurs. Voilà, donc c'était pour le parallèle, même si bien évidemment les aspects techniques sont tout autres. Les températures, les pressions, les températures cryogéniques des réservoirs, c'est des défis d'ingénierie absolument énormes. Contrairement aux fusées à eau qu'on a eu, même si rien qu'avoir une fusée à eau sans fuite s'avère plus compliqué que ce qu'on pensait. Et pour terminer, j'aimerais aussi parler justement des trajectoires balistiques de nos fusées et de faire un rapprochement avec comment est-ce que les satellites vont en orbite. Pour ça, je vais utiliser le jeu Kerbal Space Program pour illustrer ça. Donc c'est un jeu bien évidemment, donc plutôt fidèle, même si bon évidemment comme tous les jeux il est assez bug, hein. Par exemple, si on prend cette petite fusée qui est lancée comme ceci, et ben on peut remarquer qu'elle va aller relativement loin et relativement haut. Et ce qu'on pourrait se demander c'est bah, jusqu'où elle va et quelle sera sa trajectoire. Donc là elle fait une trajectoire, elle reste dans l'atmosphère et après elle va retomber plus loin. Donc c'est une trajectoire balistique. Et c'est aussi la trajectoire qu'on fait nos fusées à eau. Donc en montant, puis après, elles sont redescendues. Maintenant, ce qu'on peut se demander, c'est qu'est-ce qui se passe si on va plus haut? Si on sort de l'atmosphère, si on enlève ce truc-là, comme on a pu le voir, il y avait beaucoup de frottements donc, qui étaient représentés par les effets des espèces d'effets de halo en blanc. Donc c'est les frottements de l'atmosphère. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on s'en débarrasse, si on va plus haut jusque dans l'espace? Donc dans la réalité, la limite de l'espace est définie à 100 km d'altitude, même si bien évidemment il y a encore de l'atmosphère au-dessus, la limite n'est pas tracée directement. Dans Kerbal Space Program, la limite est à 70 km, et la limite, comme c'est un jeu vidéo, est forcément continue, c'est-à-dire qu'au-dessus c'est un vide parfait, et en dessous il y a de l'air encore pour freiner. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que la fusée monte, sa trajectoire elle monte, puis après elle arrive à un point, son point le plus haut, puis après elle redescend. Et elle tombe plus loin que son point d'origine, elle parcourt une certaine distance au sol. Et maintenant, ce qu'on pourrait se demander, c'est qu'est-ce qui se passerait si on augmentait notre vitesse horizontale pour tomber encore plus loin? Même tellement loin qu'on tomberait derrière l'horizon jusqu'à l'infini. Et comme il n'y a plus de frottement, on n'a pas de raison de ralentir.
Et donc c'est ce qu'on appelle un orbite, et c'est comme ça que les satellites fonctionnent, ils peuvent rester autour de la Terre presque indéfiniment, parce que forcément il y a toujours un peu trop de l'air, parce que justement la limite n'est pas complètement droite, il reste toujours un peu d'air pour freiner, et il y a aussi la Lune qui fait des interactions gravitationnelles